Eh bien, bonjour à toutes et tous pour cette webconférence dédiée à l'immunologie dans les cancers. Ce sujet fait souvent l'actualité, a été fréquemment demandé par nos auditeurs. Donc, avec Laure, on est ravis d'avoir pu l'organiser ce soir. Et on sait que certains cancers, effectivement, se sont chronicisés et que cette évolution de la maladie a été un long cheminement. D'abord, il y a eu toute la révolution de la chirurgie. Et puis après, il y a eu toute la révolution de la chimiothérapie. On administrait des produits pour tuer les cellules avec un effet sur les cellules cancéreuses, mais aussi sur les effets sur les cellules non malades, avec notamment des effets indésirables. Et puis est arrivée l'ère des thérapies ciblées, où les médicaments ciblent plus spécifiquement la tumeur. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère qui est la révolution de l'immuno-oncologie, c'est-à-dire qu'on permet à notre propre corps d'activer nos défenses immunitaires pour lutter soi-même contre le cancer et donc cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Alors, pour parler de ce sujet extrêmement pointu, nous avons la chance d'être entourés ce soir de chercheurs et de cliniciens parmi les plus reconnus internationalement, experts donc qui vont pouvoir nous informer et répondre à vos questions sur ces sujets. Alors, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir le professeur Amigorena. Donc, bonsoir, professeur Amigorena. Bonsoir. Vous êtes chercheur en immunologie et vous avez créé il y a quelques années une équipe dédiée à cette thématique à l'Institut Curie. Et donc, maintenant, vous êtes directeur scientifique de Memo Therapeutics, qui est une start-up chargée justement de mettre en application les découvertes du laboratoire de Curie. Et toujours à Curie, donc nous sommes avec le docteur Olivier Lenz. Donc, vous êtes médecin et chercheur en immunologie et vous êtes responsable du laboratoire d'immunologie clinique à l'Institut Curie et responsable d'un groupe de recherche. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, le troisième intervenant est le docteur Alexis Talbot. Donc, docteur Talbot, vous êtes immunohématologue à Saint-Louis et actuellement, vous êtes dans un laboratoire de recherche à San Francisco où vous travaillez spécifiquement sur les CAR T-cells. Merci donc d'être là ce matin pour vous et ce soir pour nous. Merci à vous. Bonjour à tous. Et alors, une petite aparté, parce que Alexis est bien connu de nos auditeurs historiques, puisque pendant le Covid sont nées ces webconférences suite à une discussion qu'on avait eue notamment avec le docteur Talbot qui nous disait l'intérêt d'informer, de continuer à informer et à donner des informations fiables, d'aller vers les patients. Et donc, il nous a accompagnés de façon régulière pendant à peu près 1 an et demi. Et puis, il est parti 3 ans aux US. Et donc, ce soir, on est bien contente de le retrouver avec nous. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous une super webconférence. Et je vais laisser la parole à Laure. Alors bonsoir, moi aussi je suis ravie de cette webconférence de ce soir sur nos réseaux, mon réseau cancer en général. On est bien placé pour savoir que les innovations, la recherche, ça participe à l'espoir des patients et aujourd'hui, sur nos réseaux, la plupart des patients qui bénéficient d'immunothérapie, en fait, c'est toute une classe de médicaments qui vont venir. En fait, on va jouer sur les freins ou les accélérateurs de la réponse immunitaire. Et donc, voilà, c'est l'immunothérapie qu'on connaît aujourd'hui, dont, par exemple, sur mon réseau cancer du poumon, beaucoup de patients ont des traitements de ce type. Et ce soir, en fait, on va partir un peu dans cette innovation de l'immuno-oncologie avec d'autres techniques, en fait, d'autres types d'approches. Alors, on en a entendu parler en hématologie, donc c'est pour ça qu'on va commencer notre soirée par des exemples concrets, parce qu'on a nos amis qui sont soignés pour d'autres types de maladies qui, pour certains, en bénéficient aujourd'hui. Et on va ouvrir vers d'autres projets, donc plus en recherche, mais qui vont certainement arriver avec des solutions pour d'autres types de cancers, donc dans les tumeurs solides et puis avec la vaccinothérapie. Donc c'est voilà, très très bonne soirée à tous. On vous propose donc de mettre vos questions dans l'onglet questions.
au fur et à mesure des présentations de nos orateurs et on fera des temps de questions avec Oriane pour essayer au mieux de répondre à vos interrogations ce soir. Docteur Talbot, c'est à vous. Très bien. En attendant que les slides se chargent, merci. Donc, je voudrais remercier Oriane et Laure je suis très heureux de vous retrouver pour ces webconférences et très heureux de vous retrouver aussi tous les gens qui participent à ces webconférences. Et l'idée, c'est de rendre accessibles les innovations en médecine et d'avoir un discours direct et de pouvoir interagir directement via le chat ou en nous posant les questions pour qu'on puisse avoir cette communication qui est un lien pour moi très, très important. Je suis très heureux aussi d'être avec deux orateurs très, très reconnus internationalement sur ces sujets. Donc, je suis sûr que ça sera très intéressant. Et donc, pour l'introduction, effectivement, je suis médecin immunohématologue à l'hôpital Saint-Louis. Et dans ce service, on prend en charge des patients qui sont atteints de maladies du sang, le myélome multiple en particulier. Et on a la chance dans cet hôpital et dans ce service de manier ces thérapies innovantes. Ça a été des anticorps monoclonaux, puis maintenant ces CAR T-cells dont on va parler, ou des anticorps bispécifiques. Donc, on a la chance de pouvoir manier toutes ces innovations dans ce centre-là. Et mon autre casquette en ce moment aux États-Unis, c'est de faire de la recherche sur cette thématique, comment améliorer ces thérapies, qui sont certes une révolution, et on va le voir sur les perspectives, il y a toujours des moyens de les améliorer. Et donc, j'ai cette double casquette de médecin et de chercheur. Donc, j'ai la lourde tâche d'expliquer les mécanismes d'action, de voir les indications qui sont disponibles actuellement en France et de voir quelles sont les pistes, les perspectives pour les améliorer dans le cas de l'hématologie. Et donc, je pense que c'est un sujet qui est important puisque j'ai vu passer de nombreux articles de presse en France parler de ces innovations, de cette révolution qui est une vraie révolution, on va le voir. Mais c'est bien de pouvoir passer un petit peu plus de temps pour aller un peu plus profondément dans les points précis et pouvoir répondre à vos questions. Donc, quand on parle d'immunothérapie, comme l'a dit Oriane en introduction, ça s'oppose à la chimiothérapie. Ça s'oppose, mais parfois encore en hématologie, on a tendance à combiner de l'immuno et de la chimiothérapie. Donc, l'immunothérapie n'a pas encore pour objectif aujourd'hui, en 2023, de remplacer toutes les chimiothérapies. On peut être amené à combiner ces deux molécules ou ces deux stratégies. Et l'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on va le voir dans les indications, tous les patients ne vont pas recevoir ces immunothérapies en première ligne dès le diagnostic de la maladie. On va revenir en arrière, l'indication pour le moment ne se fait que dans des cas très précis, surtout des patients qui sont en rechute ou qui ont été exposés aux médicaments les plus classiquement administrés. D'année en année, on espère que ces molécules vont remonter les lignes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les proposer dès la prise en charge, dès le diagnostic, mais ce n'est pas encore le cadre actuel, en tout cas, ce n'est pas les autorisations de mise sur le marché. Donc, c'est pour tempérer un peu tous ces grands espoirs, mais c'est l'objectif dans le futur de pouvoir faire des traitements de cancer uniquement avec ces molécules modernes, puisqu'on va le voir, les toxicités sont pas les mêmes, et de limiter le plus possible les toxicités des chimiothérapies. Et donc, sur cette slide, on peut voir les différents accès, les différentes immunothérapies des plus anciennes aux plus modernes. Je suis désolé, les slides sont en anglais, mais on va dire que le premier exemple d'immunothérapie, donc pour les monoclonales antibodies, les anticorps monoclonaux, ont été développés au début des années 2000, et c'est une première molécule qui a permis d'aller cibler spécifiquement une cellule tumorale. Donc là, c'est des mécanismes d'action qui sont différents de la chimiothérapie, et la tolérance a été excellente, et donc ça a été développé initialement en hématologie. Puis il y a d'autres styles d'anticorps qui ont été développés pour reconnaître d'autres types de cellules, et donc c'est maintenant une classe de médicaments qui est utilisée très fréquemment dans de nombreux cancers en hématologie et aussi dans certains cancers solides. Et les autres révolutions, les autres innovations dont on va parler aujourd'hui, c'est de se servir des cellules des patients, de se servir du système immunitaire du patient, de le modifier, ce système immunitaire, de l'armer pour aller reconnaître spécifiquement de nouveau la cellule tumorale. Et c'est ça l'innovation dont on va parler aujourd'hui, c'est se servir des capacités du système immunitaire pour aller attaquer les cellules tumorales. Donc, le principe, Oriane, vous m'avez demandé de faire le système immunitaire en 5 minutes, qui est un exercice excessivement difficile.
le système immunitaire, effectivement, a des capacités pour lutter contre la tumeur, pour lutter contre la cellule tumorale, mais à contrario, la cellule tumorale, elle a aussi un mécanisme d'action très particulier pour lutter et pour échapper à ce système immunitaire. Et c'est ça qui rend la tâche très difficile du système immunitaire, c'est que au fur et à mesure de la maladie, de la rechute, la tumeur a la capacité de le contourner. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de développer des recherches pour essayer de comment contrer cette action-là. Et donc, dans les CAR T-cells, donc on utilise des cellules du système immunitaire, donc un sous-type de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Et on va combiner en fait deux grandes fonctions du système immunitaire, qui est à la fois la reconnaissance d'un antigène, d'une cible très spécifique. Donc ça, c'est la spécificité des anticorps, dont on a beaucoup parlé ces dernières années, des anticorps avec toute l'histoire de la vaccination et du Covid. Et donc ça, c'est une grande fonction du système immunitaire de pouvoir reconnaître spécifiquement un antigène donné. Et on va déterminer, en fonction de la maladie, quel est l'antigène à reconnaître. Prenons l'exemple d'une maladie hématologique. On va dire qu'il y a une étiquette qui est exprimée par la cellule tumorale et on va se servir du système immunitaire pour aller reconnaître spécifiquement la tumeur. Une autre grande fonction du système immunitaire, qui est là effectuée par un autre type de globule blanc qui est lymphocyte T, c'est sa capacité à tuer, une capacité cytotoxique. Et en fait, c'est un concept qui est très ancien, mais ça a été rendu possible il y a que quelques années, une dizaine d'années, c'est de combiner ces deux grandes fonctions, la reconnaissance et la capacité de tuer une cellule. Et donc, on modifie génétiquement les cellules du patient pour les armer, pour leur faire reconnaître spécifiquement les cellules de la tumeur. Et c'est de ça que vient l'acronyme des CAR, c'est des cellules T qui sont chimériquement modifiées. Donc ça, c'est le concept, c'est le principe. Après, en pratique, c'est forcément plus compliqué. Comme je vous l'ai dit en introduction, il faut d'abord que le patient soit éligible. Et les critères d'éligibilité aujourd'hui en France, c'est pour des maladies hématologiques. Donc, je vous ai listé sur la gauche les AMM, les autorisations de mise sur le marché. Et c'est pas parce qu'il y a l'AMM que le médicament, que ce traitement est forcément disponible pour tout le monde dans tous les centres. Il y a des règles qui sont très précises. En tout cas, les indications dans lesquelles ces thérapies sont disponibles aujourd'hui en France sont les leucémies aiguës lymphoblastiques B, donc c'est un sous-type de leucémie particulière, les lymphomes B diffus à grandes cellules, les lymphomes folliculaires et le myélome multiple. Mais encore une fois, elles ne sont pas administrées en première ligne. C'est souvent chez des patients qui ont reçu des traitements classiques conventionnels et qui sont en rechute ou qui ne sont plus sensibles aux traitements classiques connus dans cette maladie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour ces patients pour lesquels on n'avait plus de solutions thérapeutiques avec une forte probabilité de réponse, c'est qu'on a obtenu des réponses qui sont quasiment de 90 à 100%. Et c'est en ce sens que pour le concept et pour les médecins, c'est absolument révolutionnaire de voir des taux de réponse aussi profonds chez des patients avec des maladies si graves. Et donc, il faut rentrer dans des caractéristiques très, très, très précises et il va falloir récupérer, comme je vous l'ai dit, les cellules du système immunitaire du patient, donc on appelle ça les lymphocytes T, et c'est via un accès sur des voies veineuses, et on va se servir de la physique, on va faire une cytaphérèse, c'est-à-dire le sang passe dans une machine qui tourne à une vitesse donnée qui permet d'extraire les lymphocytes T des patients. Donc ça dure quelques heures et c'est peu douloureux. Et une fois qu'on a extrait ces cellules du patient, on va les modifier génétiquement soit dans un labo, soit dans une plateforme très, très particulière, pour pouvoir insérer ce récepteur à la surface des cellules du patient, puis les faire proliférer. Il y a des contrôles de qualité pour vérifier que toute la stratégie a été bien mise en place, que tout est OK, que ces cellules sont tout à fait fonctionnelles, puis elles sont réinjectées au patient. Le patient a reçu pendant l'intervalle une chimiothérapie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément que ces traitements innovants ne sont pas dénués de toxicité où il y a plus du tout de chimiothérapie. Il y a une chimiothérapie pour dépléter les lymphocytes résiduels pour que ceux qu'on va réinjecter puissent s'expandre, qu'il y ait une bonne prolifération et qu'ils puissent prendre la place dans le système immunitaire pour aller tuer spécifiquement la tumeur. Et donc, ce mécanisme
qui est maintenant bien rodé, mais il ne peut se faire que dans certains centres très spécialisés en France. Il y a une petite dizaine de centres en France qui peuvent le faire. Et ces allers-retours entre les cellules qui partent dans un laboratoire et qui reviennent, ça prend un temps de 2 à 3 semaines. Et c'est pour ça qu'il y a des pistes aussi au niveau de la recherche académique pour essayer d'améliorer, pour diminuer ce temps pendant lequel le patient peut avoir certaines complications liées à la maladie. Et donc, c'est important de pouvoir le réduire. L'autre difficulté, c'est qu'actuellement, la majorité de ces traitements sont réalisés par des laboratoires industriels. Et souvent, ils sont dans un autre pays que la France, souvent aux États-Unis. Et donc, il y a un aller-retour. Les cellules sont congelées, puis décongelées, en espérant que dans les prochaines années, il puisse y avoir de plus en plus de centres en Europe ou en France qui puissent réaliser ce type de traitement pour que ça soit plus facilement accessible. Lié à ces traitements, il y a des complications. Certes, ce ne sont pas les mêmes que la chimiothérapie classique, mais il y a des complications qu'on connaît maintenant bien et qu'on sait bien encadrer. Il y a ce qu'on appelle un relargage, une tempête de cytokines. Quand on réinjecte les cellules du patient, le système immunitaire est un peu bouleversé et le patient va développer de la fièvre, mais qui peut être à un taux très, très important, et certaines autres complications associées à ça, donc qui souvent nécessitent une prise en charge dans un centre spécialisé en réanimation les premiers jours, voire la première semaine, pour administrer des médicaments pour calmer cette tempête-là. Bien sûr, il y a un taux d'infection qui est important, et donc il faut bien surveiller les constantes et le traiter souvent avec des antibiotiques ou d'autres médicaments pour éviter qu'il y ait un taux d'infection. Et il y a aussi une certaine complication très spécifique qu'on appelle la neurotoxicité qui intervient les quelques jours après la réinjection de ces cellules, dont le mécanisme n'est encore pas parfaitement compris. C'est pour ça, c'est vraiment fait dans une plateforme et dans des structures très spécialisées. Ces complications, elles sont maintenant connues et bien encadrées, c'est surtout les premiers jours après la réinjection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a passé ce cap des 2 premières semaines après l'injection, cette injection, c'est une injection unique. Et dans le concept de ces CAR T-16, c'est une seule injection et après, effectivement, il n'y a plus d'autres administrations répétées. Donc, à la différence des nombreuses molécules qui peuvent être administrées chez d'autres types de patients ou les anticorps monoclonaux qui sont répétés toutes les 2, 3 ou semaines jusqu'à malheureusement la rechute de la maladie. Là, c'est une seule injection, puisqu'en théorie, ces traitements, ce sont des cellules T du patient, donc c'est un traitement vivant. Je vous ai résumé sur une slide ces caractéristiques. Donc, on a dit que ces cellules CAR-T, c'était des lymphocytes T du patient lui-même qui sont modifiés génétiquement pour exprimer ce récepteur chimérique qui est spécifique de l'antigène tumoral, donc ce que la tumeur exprime. Après la réinjection, elles vont proliférer et détruire les cellules. Et donc, c'est un médicament vivant dit de thérapie innovante. Et je vous ai relisté les différentes indications actuellement en France de la leucémie aiguë lymphoblastique, les lymphomes B et le myélome. Et donc, c'est considéré comme une innovation de rupture en santé. La prise en charge, elle doit être très spécialisée. Il y a quand même quelques bémols à tout ça et quelques limites. C'est que ces traitements sont très complexes et la longueur du procédé de fabrication est un problème majeur. On parle aussi d'un coût qui est extrêmement élevé, donc ce qui pose des questions éthiques et médico-économiques qu'on essaye de faire avancer, mais c'est encore difficile. Et donc, dans les pistes d'amélioration, on souhaiterait avoir ce type de traitement qui soit prêt à l'emploi à partir, pas des cellules du patient, mais de donneurs, et de pouvoir modifier les cellules d'un donneur pour les armer contre la tumeur. Et là, les complexités du système immunitaire fait qu'il y a d'autres étapes à s'affranchir pour éviter des rejets ou d'autres types de toxicité. Après, en termes de perspective de ces traitements, sur 2 slides rapidement, vous voyez sur la slide, sur l'image à gauche, un schéma qui représente ce qu'on appelle la première génération de ces récepteurs chimériques, où on associe à l'extérieur, donc en rose et en violet, ce récepteur de surface qui va reconnaître la tumeur. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle les domaines intracellulaires pour passer le signal à la cellule pour l'activer. Et vous voyez sur les autres constructions sur la droite, on appelle ça deuxième, troisième, quatrième, cinquième et autres générations, on est capable de modifier les signaux à l'intérieur de la cellule pour que ce signal soit plus puissant, plus fort et qui perdure le plus longtemps possible
dans le temps. Parce que une des difficultés de ces cellules, c'est de les faire perdurer dans le temps pour qu'il y ait toujours un petit pool de cellules chez le patient qui puisse contrôler une éventuelle rechute. Un des risques, c'est que ces cellules disparaissent dans le corps du patient puisqu'elles sont plus stimulées et que la maladie pourrait revenir. Et donc, il y a tout un pan de recherche qui est très, très, très important au niveau international pour faire en sorte que ces cellules persistent le plus longtemps possible pour que ça soit une seule injection unique et qu'il n'y ait plus de récidive. Dans les cas de la leucémie aiguë, par exemple lymphoblastique, on voit qu'il y a 50% des patients qui rechutent pas. Et dans d'autres maladies, malheureusement, il y a encore un taux de rechute, mais on est en train d'améliorer ces pistes-là. Et sur l'autre slide de droite, vous pouvez voir en haut à droite, il y a différents noms. En fait, on est capable aujourd'hui de connaître les marqueurs de la cellule tumorale et on peut combiner on peut combiner deux CAR pour avoir une action plus forte. Donc, on est en train de jouer un peu avec ces différentes constructions, à la fois pour améliorer la capacité de reconnaissance de ces cellules T et aussi les faire durer le plus longtemps. Donc, il y a tout ce principe actuel et on est dans le cas de la première et deuxième génération, mais il y a des espoirs et c'est en ça que c'est une vraie innovation et une vraie révolution, c'est qu'on a des espoirs qui sont très forts sur les futures générations de ces traitements. Donc, j'ai fini sur la présentation rapide de ce système immunitaire innovant et je reste à votre disposition pour des questions. Alors, moi, je vais avoir une question assez simple, mais pour vous, mais c'est effectivement, on a entendu parler de ces CAR-T en hémato. Finalement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est l'hémato qui a commencé avec les CAR-T et ça fera un peu le pont avec la présentation du professeur Amégorena. Finalement, c'est quoi les grandes différences entre un cancer du sang en général et un autre type de cancer qu'on va appeler tumeur solide? Ce soir, on a beaucoup de personnes plutôt concernées aussi concernées par les tumeurs solides. En fait, dans les concepts, dans la grande idée, pour qu'on comprenne, nous aider en fait à poursuivre cette soirée et à essayer de comprendre les grands concepts, qu'est-ce qui explique qu'on ait commencé par l'hémato et les grandes différences, c'est quoi? Ouais. Alors, je pense qu'on a commencé par l'hémato parce que c'était plus facile. Plus facile parce que d'un côté, les hématologues ont été plus habitués à ce côté entre guillemets greffe, c'est-à-dire prendre des cellules du patient puis les réinjecter, puisque depuis longtemps on fait des autogreffes, des allogreffes. Donc se servir du système immunitaire du patient pour traiter, c'était plus dans le concept, c'était plus habituel et c'était aussi plus facile parce que il y a probablement moins d'hétérogénéité, c'est-à-dire que la cellule en hématologie, les cellules elles sont circulantes, on dit que c'est une tumeur liquide, donc c'est plus facile à prendre et surtout elles expriment toutes, souvent à des hauts niveaux, les mêmes récepteurs à leur surface. Et donc, c'était plus facile de le cibler et que dans une des présentations, j'ai montré ces anticorps monoclonaux. On connaissait déjà ces récepteurs et ces anticorps monoclonaux. Donc, les médecins étaient plus habitués au concept. 2, la maladie, elle est plus facilement identifiable et plus facilement accessible. On va le voir dans les tumeurs solides. Il faut que la cellule T, je vous ai dit, elle tuait cette tumeur, mais il faut d'abord qu'elle puisse y accéder. Voilà, c'est un peu les différents paramètres. Je pensais la simplicité, le fait que le concept était plus basé sur ça, mais effectivement, ce qu'on souhaite tous, c'est de pouvoir appliquer aux tumeurs solides qui représentent un besoin encore plus important. Alors, merci beaucoup, docteur Talbot. Moi, j'ai une question qu'on lit parfois. En fait, quand on a modifié les lymphocytes T, est-ce que ça persiste à vie dans l'organisme? Voilà. C'est la théorie et c'est ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'il y ait toujours un petit pool. Donc, ces lymphocytes T, ils ont la capacité de se modifier, de faire un peu comme dans le cadre de la vaccination, qu'on conserve un petit pool de lymphocytes T qu'on appelle mémoire, c'est-à-dire qu'il reste un petit endroit une sous-population de lymphocytes T. Et si la maladie revient, ces lymphocytes pourraient revenir. Mais on voit malheureusement sur ces générations-là actuellement de cellules CAR-T, parfois elles ne persistent pas et ça donne la possibilité à la maladie de revenir. Donc c'est important que ça persiste et on est en train de travailler sur les mécanismes pour essayer de faire en sorte qu'ils persistent le plus longtemps pour qu'il y ait juste une seule injection et qu'on en soit débarrassé.
Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer au professeur Amigorena parce qu'on commence à avoir pas mal de questions sur les tumeurs solides. Donc, professeur Amigorena, on va vous mettre vos slides et on va vous accueillir sur scène. Voilà. Il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pardon. Ça y est, oui, c'est mieux. Bonsoir à tout le monde. Donc, merci pour cette invitation et nous la chance d'essayer d'expliquer. Alors, c'est pas facile d'expliquer tout ça dans des termes compréhensibles. Hein. Et cette première diapo qui est très caricaturale, je pense que mon collègue et ami, le docteur Lantz, qui est ici, va m'en vouloir de l'avoir présentée. Mais je me suis dit quand même que c'était bien pour commencer. Vous allez voir que tout de suite, ça va devenir incompréhensible. Mais moi, celle-là, je pense que je peux essayer de l'expliquer facilement. Et en fait, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles les thérapies cellulaires par CAR T-cells ou cellules CAR-T ne marchent pas bien dans les tumeurs solides. Et cette raison, c'est que on a du mal, dans certains cas, à distinguer le soi et le non-soi, et que on a du mal à diriger le système immunitaire vers l'objet qu'on souhaite éliminer dans l'organisme. En fait, la façon dont ça se passe physiologiquement, donc comment votre système immunitaire reconnaît le moment où il doit faire une réaction et vous débarrasser d'une infection, par exemple, sachant que ça marche très très bien. Le système immunitaire nous protège de manière extrêmement efficace contre les infections. Alors pourquoi ça marche pas aussi bien dans le cancer? Pourquoi est-ce que le système immunitaire ne nous empêche pas d'avoir des cancers? La réponse à ça est compliquée, mais peut-être pour essayer de comprendre le concept de base, c'est que notre organisme, notre système immunitaire a été façonné, a été fabriqué par l'évolution. Ça a pris plusieurs centaines de millions d'années pour qu'on arrive à avoir le système immunitaire qu'on a. Le système immunitaire, il a évolué, il a été sélectionné au cours de l'évolution pour nous défendre des infections et pas des cancers. La raison pour ça sont multiples, mais entre autres, c'est que le cancer est une maladie qui arrive en général après l'âge de la reproduction, donc l'évolution a moins prise, peut moins nous aider à nous protéger contre ces maladies qui arrivent plus tard dans la vie. Alors, pendant longtemps, on a essayé d'induire des réponses immunitaires contre les tumeurs, on n'y est pas arrivé, et en fait, il s'est passé quelque chose là il y a une dizaine d'années, entre 10 et 15 ans, qui a changé, qui a en fait démontré à la communauté scientifique que le système immunitaire pouvait rejeter les tumeurs. Et ça a été un traitement qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, les inhibiteurs de régulation négative. En fait, c'est des anticorps qu'on appelle principalement anti-PD1. Et ces anticorps, quand on les donne aux patients, ils permettent de déclencher une réponse immunitaire contre les tumeurs. Et ça, c'est des effets qui sont démontrés dans des tumeurs solides, dans des tumeurs liquides. Il y a des réponses thérapeutiques claires et même dans certains cas des guérisons de tumeurs solides. Donc le système immunitaire peut le faire. Alors, ça, c'était une révolution parce que c'était une preuve de principe. Par contre, ça ne concerne que très peu de patients. Donc, il y a quelques indications où ça marche. Ce n'est pas tous les patients qui répondent, mais c'est possible. Alors, à partir de là, la communauté des immunologistes et d'autres ont fait des efforts très, très importants, notamment, et essayé plein de traitements différents, dont les cellules CAR-T. Les cellules CAR-T, comme vous l'avez entendu tout à l'heure par Alexis Talbot, il y a eu des succès incontournables, des succès spectaculaires dans les hémopathies malignes et les lymphomes B principalement. Et puis, on a essayé dans les tumeurs solides, et ça n'a pas pour l'instant donné des résultats très probants. Alors, revenons au soi et non-soi. Pourquoi est-ce que le soi et non-soi, pourquoi est-ce que ça marche pour les lymphomes B ou les leucémies aiguës B, ça ne marche pas pour les tumeurs solides? En fait, cette difficulté à distinguer le soi du non-soi, c'est un problème pour les tumeurs solides et ce n'est pas un vrai problème pour les tumeurs hématologiques, enfin certaines, en tout cas celles qui affectent les lymphocytes B, parce qu'on peut très bien tuer le lymphocyte B. Et en fait, les CAR T-cells qui marchent, ils tuent aussi bien les cellules malignes que les cellules normales. Et ça marche très bien, on l'a mis au point, on arrive à faire des cellules CAR T contre les lymphocytes B en général, malins
tumoraux ou pas tumoraux, et on élimine tout. Et ensuite, on refabrique nos propres lymphocytes B. Les normaux, on les remplace, et les tumoraux, ils sont éliminés. Donc, on a des réponses thérapeutiques extraordinaires. Dans les cellules tumeurs, dans les tumeurs solides, on ne peut pas faire ça. Parce que si on élimine une tumeur épithéliale, une tumeur du pancréas ou autre, et qu'on élimine aussi le pancréas, eh ben, ça ne peut pas marcher. On a besoin de notre pancréas, on ne sait pas le régénérer, et donc on doit, dans le cadre de tumeurs solides, distinguer les cellules tumorales et les cellules normales de nos tissus pour tuer seulement les cellules tumorales, et ça, on ne sait pas très bien le faire pour l'instant. Donc, un des problèmes majeurs, c'est cette distinction dans les tumeurs solides entre soi et non soi. Alors, non, il faut que je passe les diapos. Voilà, voilà comme ça. Alors, je vais essayer par la suite de revenir sur ces concepts-là pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut dépasser ce problème majeur. Alors, avant de faire ça, je voulais vous expliquer un tout petit peu les bases, comment se fait une réponse immunitaire. C'est vrai pour la réponse immunitaire en général, mais dans ce cas-là, c'est un exemple d'une tumeur. Comment est-ce que notre système immunitaire reconnaît une tumeur et essaye de l'éliminer, même si en général, il n'y arrive pas très bien. Tout commence dans le bas de cette diapositive, là où il y a écrit en anglais que les antigènes, où les molécules spécifiques ou surexprimées dans les tumeurs sont relarguées. Et il y a une population de cellules qu'on appelle les cellules, on part vers la gauche là, en suivant la flèche, il y a une population de cellules qu'on appelle les cellules dendritiques, qui ont été pendant très longtemps mon dada et mon sujet d'investigation. Ces cellules, elles vont manger de petits bouts de tumeurs, et ensuite elles vont migrer de différentes façons vers les organes lymphoïdes. Et une fois qu'elles arrivent dans les organes lymphoïdes, c'est ces ganglions que vous savez qui gonflent quand vous avez une infection ou parfois une tumeur, et qui contiennent en fait toutes les cellules du système immunitaire. Ces cellules dendritiques donc, viennent de la tumeur, elles vont arriver dans les organes lymphoïdes secondaires, ces ganglions, et elles vont déclencher les réponses immunitaires. Elles vont rencontrer les lymphocytes, les activer, les expandre clonalement, c'est-à-dire sélectionner ceux qui sont spécifiques des petits bouts de tumeur qu'elles ont mangés tout à l'heure quand elles étaient dans les tissus périphériques dans la tumeur. Elles vont les stimuler, les faire s'expandre, et ces lymphocytes vont ensuite sortir, aller dans le sang, et elles savent, par des mécanismes qu'on comprend assez bien maintenant qui dépendent de l'inflammation, elles savent revenir vers le site de la tumeur. Donc, vous suivez les flèches une à une, elles passent par le sang, les blood vessels, là c'est le sang, et ensuite elles s'infiltrent, elles rentrent dans le tissu où est la tumeur, elles vont reconnaître de manière spécifique de la tumeur, puisqu'elles ont été éduquées, informées par les petits bouts de tumeur qu'avaient mangé les cellules dendritiques tout à l'heure, et donc la boucle est bouclée, les lymphocytes reviennent et essayent d'éliminer la tumeur. Et donc en fait, quand on fait une cellule CAR-T, on essaye de reproduire une partie de ce schéma, qui est la seconde partie, la partie de droite. Donc on va manipuler les lymphocytes pour qu'ils soient spécifiques pour la tumeur, cette fois-ci par une manipulation génétique, et on va les réinjecter dans le sang. Donc on commence tout en haut de la flèche, on met les cellules CAR-T qui savent reconnaître la tumeur dans le sang, et on va espérer qu'ils vont migrer dans la tumeur et éliminer la tumeur, cette fois-ci non pas parce qu'ils ont été sélectionnés de façon physiologique, mais parce qu'elles s'expriment un récepteur génétiquement modifié, un récepteur chimérique qui leur permet de reconnaître la tumeur. Donc voilà ce que c'est les cellules CAR-T. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas bien et pourquoi ce système-là ne marche pas bien dans les tumeurs solides? C'est ce que j'ai essayé de résumer ici. Il y a 4 grands types de raisons qu'on peut identifier qui sont schématisées dans cette diapositive. La première, c'est, et je vous en ai parlé tout au début parce que je pense que c'est une des raisons principales et centrales, c'est qu'on ne sait pas très bien comment rediriger ces lymphocytes vers les tumeurs, comment faire que le récepteur chimérique reconnaisse la tumeur de façon spécifique. On manque de ce qu'on appelle des cibles tumorales dans le cadre de tumeurs solides. Et je vous ai dit tout à l'heure, dans le cadre des hémopathies B, ça marche assez bien parce qu'on a des marqueurs de lymphocytes qui ne sont pas spécifiques de la tumeur, mais là, ce n'est pas très grave. Ici, c'est grave et on manque de marqueurs de cibles qui nous permettent de distinguer les tumeurs et les tissus.
La deuxième, et là je vais aller vers le bas à gauche, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le deuxième problème majeur, c'est que même si ces lymphocytes, on les réinjecte dans le sang, très souvent, ils ne vont pas rentrer dans les tumeurs. Il y a des barrières qui font que un processus qui marche très bien dans le cadre d'une infection, parce qu'il y a une inflammation très forte qui permet aux lymphocytes de distinguer les tissus, et ils savent qu'il faut aller là où il y a de l'inflammation. Dans le cadre des tumeurs, ce système-là est pas bien en place. L'inflammation est d'un type différent, elle est moindre, et les lymphocytes sont un peu perdus. Donc très souvent, ils ne savent pas rentrer dans les tumeurs. Il arrive aussi que dans certains types de tumeurs, les tumeurs fabriquent des espèces de boucliers qui les entourent, des membranes souvent faites de matrices extracellulaires, de fibres, qui empêchent les lymphocytes de rentrer. Donc ça, c'est un problème qui est bien connu, et on essaye de différentes façons. Alors pour tous ces problèmes, vous allez voir, on cherche des solutions, mais celui-là est vraiment un problème très présent, surtout dans certains types de tumeurs solides. Ensuite, il y a un deuxième problème, c'est que les tumeurs fabriquent des molécules qui essayent d'inhiber le système immunitaire. Alors, ce n'est pas parce que les tumeurs sont particulièrement perfides ou maléfiques, c'est juste que le système physiologique, les tissus, fabriquent ces molécules, ces inhibiteurs de système immunitaire pour se protéger. Et les tumeurs, c'est des tissus, c'est juste des tissus qui fonctionnent pas bien, mais ils continuent à avoir cette capacité de fabriquer des inhibiteurs de système immunitaire et des molécules qui essayent d'empêcher le système immunitaire de les attaquer. C'est la résistance à l'auto-immunité. Nos tissus ont appris à se protéger du système immunitaire, et ça, ils en ont besoin même dans le cadre d'une réponse anti-infectieuse, antivirale. Il faut que le système immunitaire attaque les cellules infectées, mais pas les tissus. Et donc les tissus savent inhiber le système immunitaire, et là, ça prend le pas sur le reste, et on a des facteurs immunosuppressifs importants qui empêchent les cellules CAR-T d'être aussi actives qu'on le souhaiterait. Et finalement, il y a en haut à droite, là, un phénomène qu'en anglais on appelle exhaustion, en français, je ne sais pas comment on l'appelle. Si je parle trop longtemps, vous me faites un signe, parce que je suis difficile à arrêter, là, j'arrive. Elles sont épuisées. Hein? Elles sont épuisées, voilà. Donc les lymphocytes s'épuisent. Ils rentrent dans la tumeur quand ils arrivent à y rentrer. Ils peuvent parfois bypasser ces facteurs immunosuppressifs, mais une fois qu'ils ont été exposés dans le contexte de tumeur à toute une série de conditions, dont le fait qu'il y ait de l'antigène et qu'il soit stimulé de façon chronique. Il y a de l'antigène, mais c'est en continu à faible niveau, et ça, c'est pas bon pour la réponse immunitaire. La réponse immunitaire, elle sait, ces lymphocytes, ils savent réagir très bien contre des très forts taux d'antigène, mais pas contre des taux plus bas. Et donc, en fait, ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas très favorable pour le développement. Ils s'épuisent, ils perdent leur fonction cytotoxique, et ils ne peuvent plus rejeter les tumeurs de façon efficace. Et donc, l'ensemble de tous ces éléments, qui sont à des proportions et des forces différentes selon le type de tumeur et les tissus, font que dans les essais qui ont été effectués jusque maintenant, quand on avait des CAR-T avec des molécules chimériques là, qui savaient les activer et qui ont des parties ciblées, des parties spécifiques de la tumeur de différentes natures, on en a essayé plusieurs dizaines, et ben ça marche pas très bien. Les réponses sont rares, et quand il y a des réponses, elles sont de très courte durée, encore plus que dans le cadre des leucémies aiguës. Donc ça marche pas très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on ne sait pas très bien. En fait, l'enjeu est tel, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que ça a marché au niveau où ça a marché pour les hémopathies malignes B, on a été très déçus. Ça a été on avait beaucoup d'espoir, et ils ont été déçus. Pour l'instant, il y a des réponses partielles, ça marche pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on fait, c'est ce que fait souvent l'humanité face à des problèmes majeurs. On part dans tous les sens, on essaye tout ce qu'on peut. Il y a en ce moment des centaines d'essais cliniques contre des tumeurs solides dans des centres universitaires promus par les gouvernements, promus par les compagnies privées, par les big pharma, par des petites startups qui essayent plein de choses, de dizaines de solutions différentes. Alors, on peut espérer que ça va finir par marcher,
mais pour l'instant, on ne le sait pas. Hein. Il y a quelques essais cliniques avec des résultats partiels qui nous laissent quelques espoirs, mais le message est pour l'instant mitigé. Je ne vais pas rentrer dans l'ensemble. Alors, le schéma de gauche, là, il illustre les différentes cibles qui sont en train d'être essayées. Donc, les modules de reconnaissance, les anticorps qui sont mis sur les CAR-T, il y en a des dizaines de différents. Et sur certains, comme celui, les CAR-T spécifiques de la mésothéline, il y a un très grand nombre, des dizaines d'essais cliniques rien que là. Le schéma de droite montre en gris tous les essais cliniques, la proportion d'essais cliniques qui sont faits avec des CAR, juste avec des CAR comme ils sont on sait les utiliser pour les leucémies et pas grand-chose d'autre. Et puis ceux de droite, c'est différentes solutions qui vont depuis les injections locorégionales jusqu'à des combinaisons différentes qui cherchent à activer de façon différente, à changer la structure du CAR, à inhiber certaines applications, à les combiner à d'autres types de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Et on est en pleine explosion expérimentale pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et en général, quand l'humanité se met à ce niveau-là, enfin, quand on dit des centaines d'essais cliniques, ça veut dire des milliers de gens, de laboratoires, de compagnies de par le monde qui se focalisent sur ce problème. Espérons qu'on va y arriver. En France, il y a pas beaucoup c'est un domaine qui n'est pas très développé, malheureusement. La France utilise beaucoup de CAR dans le cadre de leucémie aiguë et d'autres types de maladies qui répondent. Donc, des CAR commerciaux, on l'utilise beaucoup. Donc, les patients ont accès aux solutions CAR-T dans ce qui marche, dans ce qui est commercialisé. Par contre, on n'est pas très, très fort du côté de l'innovation thérapeutique. On a beaucoup de mal à monter de ces cliniques. Il y a maintenant des programmes mixtes qui permettent de le faire avec des alliances entre des laboratoires académiques qui ont des idées originales et le gouvernement qui donne de l'argent pour ce type de programme mixte privé-public. On en a un à l'Institut Curie pour monter ces cliniques un peu innovants. Ça s'appelle un RHU et on est en train d'en promouvoir un. Et on a aussi, en fait, je vous cite ça, je ne sais pas si c'est... si on a encore 3 minutes ou on arrive au bout. 49. Donc, voilà, je vous mets la diapo juste pour vous dire qu'on a fait une start-up qui est issue de l'Institut Curie qui nous permet d'essayer de mettre en place ces cliniques en France pour trouver des solutions thérapeutiques. C'est en fait des inventions qui ont été faites à l'Institut Curie qui permettent justement de prolonger la vie des cellules CAR-T. Donc, on l'a montré dans des modèles précliniques. Et là, on a fait cette société pour essayer de développer la recherche en France et l'accès aux patients de ces thérapies CAR-T. Donc, on espère que dans les 2 années qui viennent, on pourra ouvrir des essais thérapeutiques avec des CAR innovants, modifiés génétiquement et modifiés de façon épigénétique, qui vont peut-être nous permettre de traiter et de guérir quelques patients dans les tumeurs solides. C'est un de ces centaines d'efforts qui se font de par le monde qu'on a réussi à mettre en place de cette façon à l'Institut Curie. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et j'espère qu'il y aura des questions. Donc, en tout cas, je serai ravi d'essayer d'y répondre s'il y en a. Alors, comme on court un peu après le temps, ce qu'on vous propose, c'est de vous poser juste 1 ou 2 questions. Alors, on a Isabelle qui avait un raisonnement intéressant puisqu'on va vers les thérapies ciblées et donc elle posait la question, vous l'avez un peu effleuré sur la dernière slide en parlant de loco-régional, est-ce qu'on pourrait envisager d'injecter directement ces CAR-T dans une tumeur? Donc là, on ciblerait encore plus la tumeur. Oui, tout à fait. C'est des choses qui se font. Donc, il y a différents essais cliniques dans différentes indications. Ça s'est fait dans le cadre de certaines tumeurs du poumon, où on a injecté les cellules CAR-T en intrapleurale. Donc, c'est loco-régional. C'est pas vraiment dans la tumeur, mais c'est
dans la région et les résultats malheureusement n'ont pas été très probants. Il y a aussi eu dans le cadre du glioblastome des essais pour injecter les cellules CAR-T dans la tumeur. Et je pense que c'est quelque chose ça n'a pas été non plus une solution qui a été, en tout cas, ce facteur-là tout seul n'a pas réussi à faire que ça marche mieux. Peut-être Olivier ou Alexis, vous connaissez d'autres exemples, mais je pense que oui, c'est une solution intéressante et c'est en train de se mettre en place, tout à fait. Alors, en fait, je pense qu'on va essayer de prendre la suite des questions sur la fin de la conférence pour laisser au Dr Lance aussi le temps de présenter un autre pan des innovations en immuno-oncologie, que là, on a bien vu donc avec les CAR-T, donc ce qu'on sait déjà faire en hémato, ce qu'on essaye de faire dans les tumeurs solides. Et ce qui serait bien, c'est qu'à la fin, si vous pouvez nous redire aussi où est-ce qu'on peut se renseigner sur les essais thérapeutiques en cours ou vers qui se tourner pour les retrouver, est-ce que c'est la plateforme de l'INTA ou d'autres, on verra. Mais donc là, on va rester dans ce monde-là, mais changer quand même de plus avec une autre façon d'aborder le système immunitaire et ses potentiels pour notre santé avec la vaccinothérapie. Alors, est-ce que, Dr Lance, on a inventé un vaccin contre le cancer ou c'est complètement autre chose ? Alors, pour l'instant, on n'a pas inventé de vaccin. On essaye, ça fait longtemps qu'on a proposé de vacciner les patients contre la tumeur. Et c'est un concept qui date pratiquement de plus de 100 ans. Je n'ai pas les diapositives, c'est normal. Alors, on va vous mettre vos diapositives. Voilà, très bien. Alors, ensuite, il faut que... Voilà, très bien. Donc, je vais vous parler des nouveautés essentiellement. Alors, il faut que je passe les diapositives. Voilà. Donc, je vais rappeler juste ce que c'est que le système immunitaire. Et puis, c'est comme l'a dit très bien Sébastien, c'est se défendre contre des agents infectieux dangereux sans pour autant détruire les tissus. Et donc, il faut aussi adapter le type de réponse immune à la nature des tissus. On ne veut pas faire la même et à l'agent pathogène. On ne veut pas faire la même réponse dans un œil ou dans l'intestin ou dans le poumon. Ce n'est pas les mêmes pathogènes, d'une part, et d'autre part, le type de réponse immune qui assurait la défense contre le pathogène et sans détruire le tissu n'est pas tout à fait la même. Donc, il y a toujours plusieurs étapes. C'est la détection, en fait, qui active le système immunitaire, c'est la détection de la destruction tissulaire. S'il n'y a pas de destruction tissulaire, il n'y a pas d'activation. Et c'est un des problèmes, pourquoi on se défend mal contre les tumeurs, finalement, c'est qu'en tout cas, on verra dans la diapositive suivante, il y a souvent peu de destruction tissulaire au début dans la croissance tumorale. Alors, donc, quand il y a un pathogène, il y a une destruction tissulaire et c'est la réponse, ce qu'on appelle la réponse innée. Et puis ensuite, il y a une réponse plus longue, qui est la mise en place d'une réponse plus longue et plus spécifique avec des anticorps ou cellulaires qui sont la base des thérapies CAR-T ou autres. Alors, maintenant, le problème, c'est quand on a une tumeur, ici, je vous ai montré, ici, vous avez un épithélium, je crois que c'est un cancer du col utérin. Vous voyez qu'en haut, vous avez l'épithélium normal, et puis vous avez un petit peu de tumeur qui est indiqué avec la tumeur et qui rentre dans le tissu, donc qui est devenu micro-invasif. Et vous voyez des petits points noirs en dessous qui correspondent à des lymphocytes. Et ces lymphocytes, ils sont présents autour de la tumeur, mais on ne sait pas si c'est juste lié au fait qu'ils permettent ce qu'on appelle le remodelage tissulaire et la fabrication des vaisseaux, parce qu'une tumeur a besoin de vaisseaux pour pousser, ou si c'est une réponse immune. Ça, on ne sait pas exactement. Et donc, on voit que la question qui va se poser, c'est comment pour le système immunitaire, comment il va distinguer une tumeur d'une plaie en cours de cicatrisation. Et ça explique que c'est quelque chose qui est compliqué à faire pour le système immunitaire. Et c'est lié au fait que le système immunitaire peut être potentiellement très dangereux. Quand vous avez une hépatite B fulminante, ce n'est pas le virus qui vous tue, c'est la réponse immune contre le virus qui détruit l'ensemble des hépatocytes. Donc il y a des mécanismes très importants qui contrôlent la réponse immune. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est compliqué. Alors ensuite, comment est-ce qu'on fait pour quand on parle, donc Sébastien vous a parlé du soi, il y a il y a tous les degrés entre le soi et le non-soi correspondant aux antigènes viraux, en gros à droite. Et puis vous avez aussi dans les tumeurs, dans la deuxième colonne, vous avez une surexpression de certains antigènes qui sont des antigènes, qui sont des molécules qui sont du soi, qui sont exprimées dans les mélanes, polytérésinase par exemple,
mais qui sont plus exprimés dans la tumeur et qui peuvent être une cible, comme par exemple HR2-nœud, c'est la cible de l'herceptine dans les cancers du sein. Dans ces cancers du sein, vous faites un anticorps, parce que c'est quelque chose qui est exprimé à la surface des cellules tumorales, vous mettez un réactif qui va permettre de rediriger le système immunitaire contre cet élément qui est surexprimé. Et comme c'est un peu exprimé dans les tissus normaux, mais pas tant que ça, et finalement, c'est assez bien toléré. Et ça marche. Et ça marche très bien. Bon, voilà. Donc, on peut se servir, que ce soit en termes. Et donc, ensuite, vous avez ici le soi muté, ce qu'on appelle les néoangitigènes, c'est l'avant-dernière colonne ici. Vous voyez ici que vous avez, c'est extrêmement utilisé actuellement, c'est ce qu'on appelle qui sont liés aux mutations qu'on a dans les tumeurs. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est de découverte relativement récente grâce aux progrès technologiques qui permettent de séquencer les tumeurs complètement. Et on peut voir en évidence que dans certaines tumeurs, en particulier dans les poumons, dans le cancer du poumon lié au tabac ou dans les mélanomes de la peau qui sont liés en partie à l'irradiation par les ultraviolets, vous avez des modifications de l'ADN qui fait que vous avez des nouveaux protéines qui apparaissent et qui peuvent être la cible du système immunitaire. Alors, je vais aller très vite ici parce que ça avait déjà été dit par Sébastien, je ne fais que résumer. Vous avez ici la tumeur qui pousse dans un tissu, il y a les cellules dendritiques qui capturent les complexes, les morceaux de la tumeur qui meurent, qui les amènent dans le ganglion. Et ici, vous avez des cellules qui présentent souvent ces petits points de couleur ici, qui sont reconnus, qui proviennent de la tumeur, qui sont différents par rapport au tissu normal. Et vous avez ici les lymphocytes qui prolifèrent dans le ganglion. C'est pour ça que vous avez un gros ganglion quand vous avez un virus, parce que c'est la même chose que quand vous avez une infection virale. Vous avez une prolifération des lymphocytes qui vont ensuite retourner dans le sang et qui vont retourner dans la tumeur et éventuellement tuer la tumeur. Et donc, la vaccination, ça va être pareil en fait. Vous remplacez la tumeur par un vaccin. Le vaccin, il apporte les cibles thérapeutiques qui sont capturées par des cellules migrantes et qui vont dans le ganglion et qui vont activer le système immunitaire. En gros, c'est la même chose dans une vaccination. Attendez, il faut que je remette ça, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une vaccination antitumorale thérapeutique? C'est stimuler le système immunitaire pour qu'il reconnaisse et détruise les cellules tumorales. Donc, quand on fait du CAR-T ou des bispécifiques, on apporte les effecteurs. Ici, on veut éduquer le système immunitaire pour qu'il reconnaisse les cellules tumorales. Donc, les patients sont atteints de tumeurs qui peuvent être microscopiques ou visibles, et ce n'est pas une vaccination préventive. C'est-à-dire que la tumeur est présente, il ne s'agit pas d'empêcher la tumeur d'arriver. Il s'agit de détruire la tumeur qui est déjà existante. Et donc, l'objectif d'une vaccination antitumorale thérapeutique, c'est générer une réponse avec des cellules, ici les lymphocytes T, qui est capable de détruire les cellules tumorales tout en préservant les tissus sains. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, il faut avoir deux choses. Il faut avoir des bonnes méthodes d'immunisation et puis il faut avoir des cibles spécifiques des tumeurs. Et comme on a vu, comme l'a très bien dit Sébastien, actuellement, pour les tumeurs solides, on n'a pas de très bonne cible spécifique des tumeurs et c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. D'autre part, on avait jusqu'à des dates relativement récentes, et c'est toujours en cours d'amélioration, on a des méthodes d'immunisation qui ont été développées pour générer des réponses anticorps, mais pour les tumeurs, on veut des cellules, une réponse cellulaire, donc des lymphocytes T, et les lymphocytes T, on ne sait pas très bien les stimuler. C'est de la même manière qu'on a du mal à faire une vaccination efficace contre la tuberculose, parce que la réponse contre la tuberculose, c'est lié aux cellules et ce n'est pas lié aux anticorps, on ne sait pas bien vacciner, et ça reste un problème à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, je vais revenir rapidement sur les vaccins thérapeutiques antitumorales, qu'on injecte le vaccin sous la peau ou intraveineux, où on veut, ça va dans le ganglion, c'est là que la réponse immune se fait. Et ensuite, les cellules vont aller partout, les effecteurs cellulaires, et vont aller détruire la métastase au milieu, les petits points rouges qui sont ici, ou la tumeur primitive, ou les ganglions, ou les métastases. Alors, donc, si on regarde ce qu'il faut faire, il faut générer une réponse avec des différents types de lymphocytes. Il faut en générer beaucoup. Il faut que les lymphocytes aillent dans la tumeur, et on a vu que, comme on l'a vu que c'est le même problème que pour les CAR-T, il faut les stimuler très fort et les éduquer pour qu'ils aillent dans les tumeurs, et ça, c'est pas facile. Il faut qu'ils soient efficaces, il faut que les cellules tumorales soient reconnues, qu'elles soient sensibles et qu'il n'y ait pas de mécanisme inhibiteur dans la tumeur. Donc, ça fait beaucoup de conditions pour que ça marche. Et chacune de ces choses-là, on est toujours en train de
de chercher. Voilà. Donc, en gros, c'est ça la situation. Donc, on peut résumer, il faut un vecteur qui conduise à une forte immunisation, avec des fortes doses d'antigènes, avec une forte activation de l'immunité innée, ce qu'on appelle les adjuvants. Vous avez, pour tout vaccin, il y a activer les cellules qui présentent les antigènes, les fameuses cellules dendritiques. Et puis, il faut avoir des antigènes qui soient cibles de la réponse immunitaire, qui soient pertinents, qui soient exprimés uniquement par les cellules tumorales. Et en fait, pour faire avoir une vaccination, il faut, si possible, en avoir plusieurs, et si possible, qu'ils soient impliqués dans le processus tumoral, dans l'oncogénèse. Et l'idée, c'est d'avoir une réponse immune diversifiée. Et donc, souvent, on est amené à utiliser des inhibiteurs de boucles de régulation négatifs dont on vous a déjà parlé. Donc, c'est pour ça qu'on associe à des immunomodulateurs. Et puis, l'intérêt de la vaccination, c'est qu'il faut que ce ne soit pas trop cher à produire en situation qu'on puisse injecter aux patients. Voilà. Donc, ça, c'est les conditions. Et là, je vais vous donner quelques exemples sur de progrès récents. Alors, il y a eu des progrès récents sur les modalités d'immunisation, c'est-à-dire c'est d'associer ce qu'on appelle des peptides longs avec des adjuvants plus des immunomodulateurs. Il y a eu un renouveau de la vaccination par de l'ADN, parce qu'on assure avec des micro-aiguilles d'électroporation. On peut utiliser différents types de nanoparticules pour introduire soit les protéines, soit l'ADN dans le corps. On peut avoir des vecteurs viraux ou des bactéries qui sont génétiquement modifiées. Et puis, vous avez tous entendu parler de l'ARN messager. Et l'ARN messager est encapsulé dans des liposomes qu'on peut injecter soit en voie intraveineuse, soit en intramusculaire, et qui vont coder pour les fameuses cibles thérapeutiques. Alors, c'est souvent... il y a deux types, en gros, de types de cibles thérapeutiques. Il y a des antigènes qui sont propres à chaque patient, ce qu'on appelle la vaccination personnalisée. Donc, on a un vaccin pour chaque patient, différent pour chaque patient, ou on a des antigènes qui sont générés par des modifications d'expression ou de métabolisme de l'ARN qui sont partagés entre patients, ce qui permet d'avoir un seul produit pour plein de patients, pour plusieurs patients. Donc ça, c'est les deux types de stratégies qu'on a à l'heure actuelle. Alors, comme on est un peu pris par le temps, je vais essayer de vous donner très rapidement quelques exemples. D'abord, ici, c'est un exemple avec des vaccins avec des peptides longs qui sont personnalisés avec adjuvants immunomodulateurs, qui sont faits dans le mélanome, dans le cancer du poumon et dans les cancers de vessie. Vous voyez qu'il y a un traitement, dans la partie B, vous voyez, vous avez le nivolumab, qui est un immunomodulateur qu'on fait avant le vaccin, et ensuite on fait NeoPV01 en vert, et on vaccine très fréquemment, puis ensuite on rajoute des rappels, et on fait une analyse de la réponse immune. Et là, on voit que en bas à droite, on voit qu'il y a une réponse immune qui a été faite contre les cibles vaccinales. Et dans cet essai, vous voyez que dans les trois cas, il semble y avoir des réponses en bleu. La taille tumorale a diminué et on a quand même des effets qui sont... Alors ici, il est difficile de savoir quel est l'effet, si c'est lié au vaccin ou si c'est lié aux immunomodulateurs. Mais en tout cas, on a un effet pragmatiquement, on a quand même des réponses qui sont quand même pas inintéressantes. Donc ça, c'était un exemple. Et un autre exemple, c'est les vaccins ADN dans les cancers du sein triple négatif avancés, donc qui concerne, ici, c'est un vaccin personnalisé, donc on séquence la tumeur, comme montré par la machine en bas, on fait un vaccin particulier qui est incorporé dans un vecteur qui est produit de manière industrielle, qui est donc un vaccin, et on fait 3 vaccinations avec l'électroporation, et on regarde la réponse immune, et l'essai est en cours, et on a l'impression qu'il y a peut-être une meilleure... c'est la courbe en noir, c'est les patients vaccinés, eh bien, ils progressent moins vite que les patients qui ne sont pas vaccinés, qui sont les patients contrôle. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, hein, là aussi dans une pathologie de tumeur solide. Et puis, maintenant, il y a les vecteurs viraux pour des antigènes tumoraux personnalisés, que ce soit dans des tumeurs ORL ovaires, qu'on a faites par une société française, qui est le Transgène, qui correspond à des vaccinations personnalisées ici, et associées à des... et on suit la réponse, et on voit des réponses immunes, et il semblerait qu'il y ait une réponse vous voyez ici, il y a les patients
dans le bras A qui a été les patients vaccinés, eh bien, il n'y a pas eu de récidive, alors que dans le bras contrôle, où les patients n'ont pas été vaccinés, avec à gauche, vous voyez, il y a 2 croix rouges qui sont les récidives. Donc, pour l'instant, c'est tout à fait préliminaire, mais on a l'impression qu'il y a quand même une activité clinique dans ces vaccins. Voilà. Donc, je voulais terminer par ce concept de dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup vacciné avec des antigènes qui sont associés aux tumeurs. C'est ce qu'on a connu par des travaux de l'équipe de M. Thierry Boone au début des années 90, qui sont des antigènes associés aux tumeurs. Pourquoi ça Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que ça revient en arrière? Voilà. Bien. Alors, donc, et qui sont pas très spécifiques de la tumeur, qu'actuellement, il y a en haut à gauche, il y a les mutations ponctuelles et qui donnent des succès dans le mélanome. Il y a des que ce soit avec des vaccinations ARN associées à des immunomodulateurs. Il y a des réponses et il y a des essais cliniques qui montrent que ça peut marcher, mais avec les problèmes de la logistique de faire un produit vaccinal par patient. C'est moins cher que les CAR-T, mais ça reste quand même un peu compliqué logistiquement. Et puis, il y a les antigènes partagés qui sont liés à des anomalies d'ARN, qui soient de l'épissage ou des génomes non codants, et qui peuvent être des bonnes sites qu'elles sont partagées, et avec des mutations oncogéniques qui sont aussi des mutations mais qui sont un peu plus compliquées à utiliser. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire qu'actuellement, l'avenir, en tout cas, on travaille beaucoup là-dessus à Curie, c'est de faire des vaccins qui soient pour un groupe de patients. Et on travaille, par exemple, dans le mélanome oculaire. On a découvert des antigènes qui étaient partagés chez 25% des patients atteints de mélanome de l'œil. Et on est en train de lancer un essai avec des vaccinations génériques pour ces patients qui ciblent ces mutations, ces cibles multiples qui sont pour un groupe de patients et qui seraient probablement plus faciles à mettre en œuvre que la vaccination personnalisée où il y a autant de vaccins que de patients. Voilà, je vais m'arrêter là pour répondre aux questions. Écoutez, merci. Donc, je vous invite à continuer à poser vos questions dans l'onglet dédié. Merci beaucoup pour ces présentations vraiment passionnantes. Moi, j'ai une question qui est un peu transverse pour vous tous. C'est aujourd'hui, pour beaucoup de patients, en tout cas à certaines étapes de la maladie, et notamment pour les personnes qui sont en situation métastatique, on sait que de faire une biopsie de la tumeur ou de la métastase, aller séquencer, aller regarder finalement quelles sont les informations, les mutations de la maladie, ça ouvre des champs qui peuvent être aujourd'hui à certains traitements, notamment des thérapies ciblées, mais donc ça peut aussi ouvrir vers des essais thérapeutiques. Alors, ma question, c'est est-ce que, par exemple, si on a une maladie qui a des récepteurs particuliers, donc vous avez parlé de HER2 dans le sein, mais ça peut être GFR dans le poumon, enfin, différentes mutations dans le côlon ou quoi, est-ce que le fait d'avoir une mutation va faire que ça serait susceptible d'être potentiellement intéressant d'aller vers les CAR-T ou vers les vaccins? En tout cas, est-ce que c'est utile de faire ce type de testing en amont des essais que vous faites? En fait, comment ça se situe? C'est le préalable nécessaire à tout essai, c'est pour voir d'abord est-ce qu'il y a une mutation particulière qui soit accessible à ce qu'on appelle les thérapies ciblées d'inhibiteurs de tyrosine kinase. Par exemple, il y a des cancers du poumon qui ont 1 ou 2% qui ont une mutation activatrice d'une voie. On peut la bloquer avec des drogues spécifiques. Donc déjà, c'est un problème. La deuxième chose, si vous avez ce qu'on appelle une instabilité de microsatellites qui correspond à eh bien, à ce moment-là, vous êtes un très bon candidat à des traitements immunomodulateurs. Et donc, parce qu'on sait que ça génère beaucoup justement de ce qu'on appelle ces néo-antigènes, qui sont propres à chaque patient, mais qui sont très nombreux. Et il y a des très bonnes réponses dans toute une série de tumeurs. Et c'est pas dans toute une série d'organes, c'est-à-dire que ça peut être le côlon, ça peut être les cancers de l'endomètre, ça peut être certains cancers du sein. Donc là, il y a des indications très importantes à séquencer. En fait, dans beaucoup de centres, ça commence à devenir, il y a soit un séquençage complet, soit un séquençage partiel d'une partie, soit des gènes d'intérêt, mais on commence à séquencer
1 ou 2% du total de la tumeur et parfois l'ensemble de l'ADN de la tumeur, et pour justement guider les indications. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Dr Lance. Alors, vous nous avez montré de nombreuses perspectives. On sait que la révolution prochaine sera peut-être la prévention. Est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir un jour un vaccin pour prévenir le cancer? Bon, c'est une question qu'on me pose souvent, et je réponds qu'il y a des mesures préventives très simples, peu coûteuses, qui permettraient de beaucoup diminuer l'incidence des cancers. Il y en a déjà une qui est ne pas fumer, le tabac. Vous savez, c'est responsable d'une grande partie de cancer. La deuxième chose, c'est l'exposition solaire pour les cancers cutanés et les mélanomes. Donc, et troisièmement, pour répondre plus précisément sur... Donc, je pense que c'est ça l'essentiel, quand même. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des vaccins préventifs, comme une tumeur, finalement, comme l'a dit Sébastien, et ça ressemble beaucoup à un tissu normal, il est très difficile d'imaginer qu'on puisse avoir des cibles qui soient spécifiques des tumeurs qui permettent de prévenir, à part des cas très particuliers, mais de manière générale, je pense que c'est une illusion qu'il y aura des vaccins préventifs de tumeurs et qu'il y a des mesures, disons, sanitaires et sociales qui seront beaucoup plus... Si, il y a une prévention très simple, c'est la prévention, la vaccination contre l'HPV-16 pour prévenir les cancers du col ou les cancers. Et ça, ça ne cible pas la tumeur, mais ça empêche l'infection par le virus et ça empêche ensuite le cancer. Donc il y a toute une série de choses. Et en France, on est malheureusement, le taux de vaccination est relativement faible. Et au contraire, ce qui veut dire qu'on garde des cancers du col alors qu'on pourrait prévenir quasiment complètement les cancers du col. Dans les pays où il y a une forte adhésion à la vaccination anti-HPV, la fréquence des cancers du col diminue très rapidement actuellement. Ça met 10 à 15 ans, mais au bout de 10 à 15 ans, on voit les effets de la vaccination des jeunes filles et des garçons. Merci beaucoup pour ce rappel essentiel, et nous ne manquons pas de le dire d'ailleurs à chaque occasion possible, qu'il faut effectivement agir sur tous ces leviers pour réduire le nombre de cancers. Alors, une question en fait pour les uns et les autres. Docteur Talbot, vous avez dit tout à l'heure, en fait, pour faire des CAR-T, la plupart du temps, on envoie nos cellules aux États-Unis, on les renvoie. Donc, est-ce que, par exemple, les CAR-T hémato, finalement, où est-ce que ça se passe? Est-ce qu'un jour, ça sera en Europe? Professeur Amigorena, les CAR-T, donc pour les tumeurs solides, est-ce que ça aussi, c'est plutôt, ça voyage dans le monde entier, ou est-ce que, comment ça se passe? Et pareil, les vaccins, finalement, est-ce que vous les faites à Curie dans vos labos, ou est-ce que c'est pareil, ça circule dans quelques centres qui ont les moyens d'aller manipuler le cœur des cellules malades? Alors, du coup, dans l'ordre. Donc, en hémato, les CAR-T qui sont disponibles le sont via l'industrie. Et donc, les industries, souvent, ont leur maison, leur structure standard aux États-Unis. Et donc, les CAR-T, les cellules T du patient partent aux États-Unis pour que le cas soit exprimé, puis reviennent. Et donc, il y a des questions sur le délai. Et ce qu'a dit le professeur Amigorena, ce que Curie arrive à faire, ce qu'on essaye de faire aussi à la PHP, la Sciences publiques des hôpitaux de Paris, c'est de faire ces structures localement dans nos hôpitaux en France. Bien sûr, on se sert, il y a des mots thérapeutiques, mais on se sert de la culture et de tout le savoir-faire des États-Unis, mais on aimerait pouvoir le faire en France parce que ça permet de faire des outils de manière académique, de faire des constructions qui sont différentes, plus innovantes, plus intéressantes, et gagner ce temps qui est parfois très important pour des patients qui ont des maladies très agressives. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour le faire en France. C'est pas facile, ça demande du temps, de l'énergie et de la finance. Mais c'est l'objectif qu'on se fixe tous, de faire français pour les patients en France. Je ne me souviens plus, mais dans l'ordre, c'était moi. Exactement. Alors juste un commentaire. Il y a deux phases différentes. Une chose, c'est les essais cliniques, surtout les essais cliniques précoces, ce qu'on appelle de phase 1 et 2, où là, les produits thérapeutiques sont fabriqués de façon locale, ou dans l'hôpital même, ou dans des centres
qu'on appelle de production GMP, qui peuvent se trouver ou dans l'hôpital ou dans la même ville en général, ou dans le même pays, parce que c'est un nombre d'échantillons qu'on produit qui est très, très, très bas. Le problème arrive quand on essaye de traiter des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de patients. Et le domaine des CAR-T n'a pas encore trouvé un modèle, on appelle ça de la commercialisation, de la distribution, c'est-à-dire donner accès aux produits à un grand nombre de patients. Dans le cadre de l'hématologie et des leucémies, c'est des relatifs faibles nombres. C'est-à-dire le nombre de patients qui vraiment peut être traités par des CAR-T aujourd'hui, donc des CAR-T qui sont approuvés comme traitement pour ces types de cancers, c'est un nombre de patients qui est très limité. Si jamais les CAR-T sont un succès thérapeutique dans les tumeurs solides, poumons, côlon, pancréas, etc., on va avoir un problème de modèle économique parce que le coût avec le modèle actuel, qui est un modèle où on envoie la poche de cytaphérèse, donc les cellules sanguines du patient, on les envoie dans un centre de production qui n'est souvent pas dans le même pays. Alors maintenant, il y en a en Europe et aux États-Unis, mais quand même, où ils sont processés, ils sont renvoyés. Donc c'est un processus commercial et il y a des contraintes économiques qui font qu'aujourd'hui, même les grandes pharma qui ont développé ces traitements qui peuvent traiter jusqu'à 90% des patients qui ont une tumeur qui était intraitable, donc si on parle des leucémies B aiguës par exemple, donc 90% des patients sont guéris ou sont traités de façon avec des réponses objectives importantes. Il est vrai que c'est que la moitié à peu près de ces patients-là qui ne rechutent pas dans les années suivantes. Donc il y a des rechutes, mais c'est quand même des traitements extrêmement efficaces. Et même ça, on n'a pas de modèle commercial pour maintenir cet accès thérapeutique aux patients, et les compagnies qui ont développé tout ça, c'est-à-dire Novartis, quelques autres, ne trouvent pas de modèle financier, de modèle commercial qui leur permet de maintenir ça, malgré le fait que les prix soient absolument faramineux, c'est-à-dire c'est des traitements autour entre 300 000 et 400 000 euros par patient. Alors c'est des traitements qu'on fait une fois, donc c'est une dose et ça suffit pour des réponses parfois qui durent des années et des années. Mais il y a un problème. Donc il y a différents modèles qui sont en train d'être explorés par les compagnies, start-up, biotech, pharma qui développent des CAR-T pour les tumeurs solides. Et c'est des modèles qui sont basés sur l'idée qu'on va produire ces CAR-T à proximité. Donc que les hôpitaux, même si ce n'est pas tous les hôpitaux vont être des centres de production publics pourraient être distribués sur le territoire de façon à ce que les CAR-T soient produits d'une façon locale et que ça donne accès à des patients, ça diminue les coûts et on espère pouvoir trouver par l'automatisation et la fabrication locale des modèles qui vont permettre à ces traitements d'être accessibles à des nombres de patients importants. Ce n'est pas encore fait, c'est un enjeu majeur dans le domaine parce que c'est une condition du succès de ce type de thérapie. Mais en tout cas, ça fait partie des modèles de développement et des questions qui se posent toutes les compagnies qui font ça. Merci. Et du coup, les vaccins, est-ce que c'est aussi cher que les CAR-T Non, justement, alors, le vaccin personnalisé, c'est une logistique compliquée et c'est un process compliqué puisqu'il faut en général séquencer la tumeur, avoir des algorithmes, un traitement informatique très rapide, puis ensuite fabriquer. Et là, ça va mettre une quinzaine de jours pour fabriquer le vaccin. Et donc, ça doit être centralisé, mais ça voyage assez facilement parce que c'est un petit volume, c'est congelé et c'est relativement facile à faire. Ça coûte un certain prix, mais ça coûte quand même moins cher que le CAR-T. Même si ça coûte, c'est quand même notable. L'alternative, c'est d'avoir des produits génériques sur des antigènes qui soient partagés entre les patients. Et à ce moment-là, ça peut se fabriquer ce qu'on appelle sur le rayonnage, c'est-à-dire qu'on peut les avoir en permanence et comme n'importe quel autre médicament, et comme n'importe quel autre vaccin, c'est produit dans une usine, puis ensuite c'est distribué, c'est stocké dans les pharmacies des hôpitaux, et à ce moment-là, on peut vacciner les patients régulièrement avec ça. Et comme la vaccination, finalement, est bien tolérée, et comme j'ai vu qu'il y avait une question là-dessus, si on a bien choisi les cibles, si justement il n'y a pas
d'expression des cibles sur le tissu normal, la vaccination va permettre de générer une réponse immune multiple qui sera spécifique de la tumeur. C'est ça l'objectif. Alors pour l'instant, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les bonnes cibles, pas les bons vaccins et il y a des problèmes, il faut des immunomodulateurs. Mais on progresse doucement, mais on progresse. Alors c'est pour ça qu'actuellement, j'ai vu que dans le chat, il y avait des questions, est-ce qu'il y a des essais? Il y a des essais, mais précoces, que ce soit dans certains centres en vaccination personnalisée, par exemple dans les cancers triple négatifs, je crois qu'il y avait une question, ou dans les myelomes cutanés. Il y a des résultats qui viennent d'être rapportés au Congrès international qui montrent qu'il y a des réponses cliniques, ça marche. Et c'est de la vaccination personnalisée ARN avec associé anti-immunomodulateur. En France, à ma connaissance, je ne sais pas où sont les essais et je ne sais pas s'ils incluent actuellement, parce que il y a les essais précoces, on a un nombre limité de places dans l'essai et il faut qu'il soit ouvert et que les patients soient là. Et puis, il y a des produits plus génériques et nous, on va travailler là-dessus dans le mélanome uvéal dans les années qui viennent. Je voulais juste dire que actuellement, parce que la question s'est posée dans le chat sur les triples négatifs non métastatiques, mais en primaire, association anti-immunomodulateur plus chimiothérapie permet 80 ou 85% de réponse complète au moment de la chirurgie en situation, disons, tumeur en place néoadjuvant. Donc, il y a quand même des progrès très importants. On est passé de réponse de 50% à 80%. Alors, il y a une certaine toxicité parce que c'est la chimiothérapie qui est plus toxique, mais il y a quand même pour des tumeurs fréquentes des progrès fréquents très importants grâce aux immunomodulateurs. Il n'y a pas que l'écart ou la vaccination. Alors, moi, je vais juste dire déjà un grand merci au docteur Talbot et lui dire au revoir parce que à San Francisco, c'est le début de la journée et il doit partir travailler. Donc, merci à beaucoup, tous. merci pour les explications. Merci. Avec plaisir. Bonsoir. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Et moi, j'ai une question pour vous, professeur Amigorena. On a vu la complexité. Est-ce qu'il serait possible, peut-être pour simplifier la complexité, d'utiliser des lymphocytes d'une autre personne? Oui, alors il y a eu beaucoup d'efforts en ce sens, parce que ça simplifierait, ça diminuerait les coûts. Alors, ce serait une solution absolument simple et directe. On appelle ça les CAR-T allogéniques. Allogéniques parce qu'on prend les CAR-T d'un individu, on en produit un grand nombre, on les expand et ensuite on traite d'autres personnes un groupe de patients à partir d'un patient. Alors, en immunologie, on appelle ça de l'alloréactivité. C'est le système immunitaire reconnaît les cellules d'autres personnes comme si c'était des cellules infectées. Donc, comme du non-soi. Donc, il y a un rejet absolument fort et strict de toute cellule allogénique, donc d'une autre personne, quand vous l'injectez à un donneur. C'est aussi efficace que le rejet d'une cellule infectée par un virus. Donc, ce qui se passe, malheureusement, dans le cas où on fait ça, c'est que les cellules CAR-T allogéniques, donc d'une autre personne, sont rejetées par notre propre système immunitaire de façon extrêmement efficace et rapide. Et malheureusement, même les thérapies par CAR-T qui marchent très bien, comme CD19 dans les leucémies aiguës, quand on fait un allogénique, l'efficacité chute de façon dramatique. Donc, pour l'instant, alors il y a eu beaucoup de recherches et de solutions possibles. On essaye de cacher, comment on appelle ça, faire des décoils, des tromperies, d'essayer de détourner le système immunitaire. Il y a eu plein d'idées qui ont cherché des solutions. Pour l'instant, rien ne marche et on n'est pas capable de faire ça, malheureusement. Moi, j'ai une question, j'allais dire avec un pas de recul. On a effectivement commencé ces webconférences à l'époque du début de l'épidémie du Covid.
et pour avoir échangé avec un certain nombre, dans certaines situations, notamment des vaccins qui commençaient à être étudiés dans les cancers du poumon, par exemple. En fait, certains essais ont été finalement très gênés, voire interrompus en raison de l'épidémie, parce que forcément, avec toutes nos infections, est-ce qu'elles viennent en fait perturber vos recherches et du coup les analyses, etc. Et du coup, indirectement, voilà, quelle est cette réalité de comment faire de la recherche sur l'immunité alors même que les gens vivent, ils peuvent attraper autre chose et avoir d'autres réactions immunitaires en même temps que ce que vous faites pour les aider. Et du coup, vous disiez aussi que c'était complexe, ces démarches, CAR-T et vaccinothérapie. Est-ce qu'en France, si les premiers essais sont terminés, est-ce qu'on reste une nation qui travaille sur ces sujets, ou est-ce qu'on peut se dire qu'on va suivre ça, ou est-ce que vous avez besoin qu'on se mobilise, nous les patients et les associations de patients, pour vous soutenir, pour continuer à travailler? Voilà, est-ce que vous pouvez nous répondre un peu sur ces deux plans? Vas-y, Olivier. Je pense qu'il y a un gros effort actuellement gouvernemental sur la biothérapie. Et il y a beaucoup d'argent qui circule, mais il y a quand même, il faut noter, un déficit de recherche fondamentale. C'est-à-dire qu'actuellement, on a sous-investi dans la recherche fondamentale depuis 15-20 ans, on peut le dire, et il y a un tissu, disons, d'expertise en France qui est en partie déficient à cause de ça. Donc on donne de l'argent pour faire du développement, disons, industriel, mais on n'a pas les gens... actuellement, c'est mon opinion très personnelle, hein, mais et je pense que les solutions viendront d'une recherche fondamentale forte pour résoudre tous les problèmes, que ce soit d'alloréactivité, trouver les bonnes cibles, manipuler les lymphocytes pour qu'ils survivent plus longtemps, qu'ils aillent dans les tumeurs, qu'ils ne soient pas sensibles aux phénomènes inhibiteurs. Il y a nécessité de bien comprendre ce qui se passe, de participer d'avoir des essais cliniques, disons, où on essaye d'investiguer ce qui se passe chez les patients. Donc c'est pour ça que... Et puis, il faut pouvoir tester les hypothèses qu'on aura faites chez les patients en allant chez des modèles animaux. Il faut la recherche fondamentale, y compris chez l'animal, qui est absolument nécessaire, parce que là, chez l'animal, on pourra... en gros, chez la souris, hein, c'est en gros essentiellement chez la souris qu'on fait ça, on pourra comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est les deux éléments qu'il ne faut pas oublier. Même si on est patient, les CAR-T viennent de la recherche fondamentale qui a été faite, et tous les concepts et toutes les méthodes qui sont utilisées en thérapeutique ont nécessité des développements et des preuves dans des expérimentations in vivo chez les mêmes. Et il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'on nous dit au niveau de l'Europe qu'il faut trouver d'autres modèles alternatives à l'expérimentation animale. Pour le système immunitaire, qui est un organe liquide qui circule dans tout l'organisme, tout ça, c'est des notions qui ne peuvent être comprises qu'en faisant de l'expérimentation animale. Voilà, je voulais rappeler ces éléments de base. Sébastien? Non, je suis entièrement d'accord. Je pense que la France a pris du retard dans le domaine des essais cliniques. Il y a un certain effort qui est fait depuis quelques années pour le rattraper, mais le vrai endroit où on a beaucoup de retard, c'est dans ce qu'on appelle les essais cliniques académiques. La façon dont ça marche aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, même dans d'autres pays européens, mieux que chez nous, c'est les hôpitaux et les centres de recherche qui peuvent faire des essais cliniques sur un petit nombre de patients pour essayer des solutions possibles, qui permettent d'analyser les réponses et de comprendre les mécanismes. Donc, c'est un processus itératif où, en faisant des petits essais cliniques, les chercheurs avancent dans la compréhension et dans les solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est en France très, très en retard, pour des raisons que je n'arrive pas bien à comprendre. On a des hôpitaux qui sont d'excellente qualité, donc le traitement des patients, bien qu'ils soient maintenant en grande difficulté par rapport à des problèmes économiques et de modèles de fonctionnement, on a des hôpitaux qui sont excellents avec des médecins remarquables et qui se tiennent parmi les meilleurs au monde dans ce qui concerne les solutions thérapeutiques existantes. Par contre, pour l'innovation thérapeutique,
dans les hôpitaux, je pense on pourrait faire beaucoup mieux. Mais ça demande des niveaux de financement très importants et des changements dans la structure même des hôpitaux que certains pays ont fait mieux que nous. Et donc, je pense qu'on a en effet un retard de ce point de vue-là, ce qui explique qu'ensuite, ce retard et ce défaut de dynamique d'essais cliniques précoces dans nos hôpitaux font qu'au niveau de la création de biotechnologie, de start-up, le tissu, commence à se mettre en place, mais vraiment, quand on compare à ce qui se passe aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Chine, en Angleterre, c'est très, très poussif. On a beaucoup de mal parce qu'il nous manque donc, il y a le problème de la recherche fondamentale qu'Olivier avait souligné, puis ce problème intermédiaire qui est aussi présent et qui font que la chaîne complète ne fonctionne pas de façon optimale. C'est pas un problème facile à résoudre. Donc, il y a que, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est une constatation que je pense est faite même au niveau chiffré et qu'il faudrait qu'on arrive à adresser au niveau politique et que c'est pas facile à faire. Alors, on va espérer que les bioclusters aident à faire avancer les choses. Je vais laisser Oriane poursuivre. Il faudra qu'on refasse d'autres webconférences. Absolument. C'est ce que j'allais dire, Laure, comment tu sais? Alors, je mesure, et je pense Laure aussi, et je vois nos auditeurs, la chance que nous avons eue d'avoir des orateurs aussi expérimentés, de qualité que vous, pour nous expliquer quelque chose d'aussi complexe, le système immunitaire, et on n'a pas tout compris, et on a encore beaucoup de questions, et les auditeurs ont encore beaucoup de questions, donc il va falloir qu'on refasse une webconférence ensemble. Voilà, alors peut-être qu'on sera un peu plus avancé encore et que la France prendra le lead sur cette partie de la santé. En tout cas, un immense merci à tous les deux. Voilà, c'était une très belle conférence et vous retrouverez le replay donc sur le YouTube de Patients Réseau et de Dis-moi Santé. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et merci encore. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.